Et salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau live avec la team WeWeb. Aujourd'hui je ne suis pas seul, parce que je suis avec Kevin, qui est développeur chez nous, parce qu'on a un gros projet à vous montrer. Tout d'abord, est-ce que tout le monde nous entend bien, nous voit bien? J'attends de voir s'il y a du monde dans le chat. Parce qu'on teste un nouvel outil en fait, on est sur un nouvel outil pour vous streamer en 1080p, histoire que vous voyez mieux l'interface. Euh, Hop. Hello Frédéric du coup. Ah, hello Dams. Cool, on a l'air de nous entendre. Salut Arnaud. Salut Flo. Ouais, parfait. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Ah, il y a Alex carrément. Salut Alex. Oh là là, on a le meilleur. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un projet de zéro. On a beaucoup travaillé sur la nouvelle interface de WeWeb qui est disponible en staging. On a même mis la première version en prod avec les fonctionnalités web app dont on vous avait parlé. Et ce qu'on vous propose, c'est de vous montrer ça dans le feu de l'action avec un projet qu'on va créer de zéro, avec une base Airtable, et surtout un plugin que Kevin a développé il n'y a pas longtemps, qui est un plugin Chart.js. Et Chart.js, Kevin, du coup, si tu veux présenter vite fait ce qu'est la librairie, ce que ça fait avant de passer sur le projet, histoire qu'on sache de quoi il s'agit. Ouais, bien sûr. Donc Chart.js, déjà oui. Bon, salut à tous. Chart.js, c'est une librairie plutôt orientée pour les devs, en fait, qui permet de faire assez facilement des graphes de tout type, donc des diagrammes en barre ou des diagrammes en tarte. Donc c'est assez simple à utiliser, c'est assez design. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on a décidé de commencer par là, un peu pour rentrer dans le monde de la data vise. Yes, en fait, l'idée, c'est de se dire, il y a plein de gens qui veulent créer des graphiques. Vous-même, enfin, les quelques utilisateurs qui utilisent déjà WeWeb nous ont dit, on veut des graphiques. Nous, on s'est dit, ok, il y a déjà plein d'outils no-code qui font des graphiques, mais qui le fait encore mieux que les outils no-code? Et en fait, c'est les librairies de développeurs qui sont hyper customisables. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait l'inclure dans l'outil et que vous allez pouvoir l'utiliser de manière no-code sans avoir besoin de coder comme le feraient des développeurs. Et donc pour ce faire, on va créer un projet de zéro. C'est un site avec un graphique, un graphique avec des barres, avec de la donnée, en fait, qui va prendre de la donnée depuis un Airtable, va l'afficher, et dans le site, on va aussi rajouter un formulaire pour envoyer de la donnée dans cet Airtable, et vous allez voir le graphique évoluer en temps réel. Et pour ce faire, je vais laisser Kevin vous présenter ça. Je vais mettre ton écran, et quand tu veux. Ok. Donc, déjà, est-ce que, en termes de taille, ça convient à tout le monde? Parce que je me dis que peut-être que ça pourrait être un petit peu trop petit. Donc, si vous voulez, je peux zoomer un petit peu, ou si c'est bon, on va continuer comme ça. Ouais, histoire de dire, parce que je sais que l'interface peut paraître un peu petite sur les écrans, et s'il y a besoin, on peut zoomer pour vous, il n'y a pas de problème. Je vais en profiter pour baisser mon bureau. Hop là. Dans tous les cas, bon, je commence comme ça, et Vas-y, si vous voyez commence. que c'est On trop verra. petit, on verra par la suite. Donc là, je suis sur un nouveau site que je viens de créer, donc un site vide. Et en parallèle, j'ai commencé à créer une petite base Airtable qui va contenir nos données. Donc là, on voit que j'ai 3 tables, labels summary, labels et datasets. En gros, pour expliquer, rapidement, on va utiliser un diagramme en barre du coup, donc issu de comme on l'a présenté de cette librairie, Chart.js. Et À le la limite, si tu diagramme veux en même barre, présenter, excuse-moi, si tu veux présenter des exemples de Chart.js, histoire qu'on se fasse un peu une idée de. Parce que je pense que les gens dans le no-code connaissent pas trop cette librairie, mais histoire de puissent voir des résultats finaux de graphes, juste très pour bonne la idée. doc, par exemple. Et surtout, ça va permettre d'expliquer pourquoi on va attendre tel type de données. Donc là, je vais dans l'onglet exemple et on peut directement arriver sur, le diagramme en barre, comme ceci. Donc avec, une petite option de tri, c'est plutôt sympathique. En gros, pour que ce diagramme-là s'affiche, on a besoin de plusieurs choses. Ce qu'on appelle les labels, donc c'est, janvier, février, mars, avril, donc les mois juste en bas là, et ce qu'on appelle les datasets. Donc ici on a dataset 1, dataset 2. On peut en avoir un seul ou on peut en avoir plusieurs. Donc ce sera vraiment les 2 types de données que notre diagramme va attendre. Bon là c'est un petit peu, on peut voir un petit peu de JS, mais on voit ici un sorte d'objet
qui du coup prend en paramètre le nom du label du dataset, donc le label, des couleurs et les datas. Pour On profite montrer juste pour dire que Raph brièvement. vient d'arriver sur le chat. Raph, c'est notre CEO, donc il répondra aussi aux questions. Et comme il dit, ouais, n'hésitez pas à poser des questions, on est là pour ça. Mais ouais, un peu pour résumer, en gros, Chart.js, bah, comme vous l'avez vu, c'est une librairie de... On peut créer plein de graphes, c'est en temps réel, c'est plutôt beau, c'est hyper customisable, mais le truc, c'est que, comme tu l'as montré en bas, c'est du code en JavaScript. Et en fait, cette librairie attend de la donnée euh, d'une certaine manière. Et en fait, tout le but de notre projet, ça va être d'envoyer cette donnée depuis Airtable directement via WeWeb dans Chart.js, sans avoir besoin d'utiliser de lignes de code. Alors vous allez le voir, spoiler alert, on va tricher parce qu'on n'a pas encore fini toutes les features web app, mais à terme, dans quelques semaines, vous n'aurez pas besoin de coder pour ça du tout. Du Salut coup, Stan, salut salut Colipto tout le monde. Paré, il y a du monde qui arrive, cool. Vas-y, je te laisse. Donc du coup, si je reviens dans mon Airtable, c'est pour ça qu'on a du coup notre table dataset ici, notre table label et notre table qui va contenir, on va dire, le récapitulatif de notre base de données. Donc je vais commencer par remplir les labels rapidement. Donc on va pas en faire beaucoup, hein. Je vais même faire des copier-coller de certains noms que j'ai préparés à côté. Hop, Les labels, c'est ce qui est en bas du graphe, c'est ça? c'est ça, ouais. C'est ce qui va Ok. s'afficher en bas, juste ici, là. Ah, ok, c'est ton axe X, ok. C'est ça. Ensuite, ici, on va récupérer nos labels. Alors pourquoi on fait, pour ceux qui connaissent pas Airtable, là ce qu'on fait c'est qu'en fait on utilise plusieurs tables et on les lie entre elles. Parce qu'en fait, par exemple, une fois que vous allez avoir vos labels et vos objets, vous allez avoir besoin d'un dataset. Un dataset c'est toutes les valeurs sur l'axe. Donc typiquement chaque barre. Et en fait pour ça normalement il faut une liste. Et le meilleur moyen de le faire dans une base de données ou dans Airtable, c'est de créer plusieurs lignes dans une même table et en fait de relier, dis-moi si je me trompe, de relier cette table à un élément d'une autre table. En gros, à chaque fois que vous voulez répéter un élément, on va pas mettre le même élément avec des virgules ou avec des slash. On va carrément créer une autre table qu'on va relier à la table numéro un. Donc c'est peut-être un peu Exactement. bizarre à dire comme ça, mais vous allez voir comment ça se fait, Donc là, Ouais, vous je voyez perds mes que, mots. bon, déjà, je préviens, je suis pas un énorme professionnel d'Airtable. Donc, tout le monde aura sa manière d'architecturer sa base comme il a envie. Et vous allez le voir du coup lorsqu'on va passer à l'implémentation dans WeWeb. La manière dont je vais récupérer les données de mon Airtable et la manière dont je vais les mettre à jour par la suite, ce sera très personnel. C'est-à-dire que je vais le faire de cette manière-là parce que moi, c'est comme ça que j'ai architecturé ma base. C'est comme ça que j'ai fait en sorte que ça fonctionne. Par la suite, lorsqu'on aura l'éditeur d'expression, vous pourrez vraiment avoir votre propre logique et le faire à votre manière. Donc là, ce Alex, que il me j'ai dit fait, c'est que... c'est cool de. Excuse-moi, je t'interromps pour les Non, commentaires. t'inquiète. C'est cool de voir des alternatives à la DataVis dans Airtable qui est encore un peu faible. Alors ouais, après Airtable travaille dessus, il me semble qu'ils ont racheté une boîte pour ça. Et nous, l'idée, c'est vraiment de l'embed dans un site de manière assez custom, parce que la possibilité de Chart.js, là, on va montrer un exemple très simple, mais c'est qu'on peut aller très loin. Et c'est un côté user-facing, c'est qu'au lieu d'embed, de mettre un graphique Airtable dans ton site, tu vas vraiment créer un graphique customisé dans ce même site. Là, ce que j'ai fait, c'est que en plus d'avoir du coup créé ma ligne qui contient mes planètes, j'ai fait un lookup à l'intérieur. Et la différence, en fait, c'est que cette case-là, elle va me renvoyer un tableau avec des chaînes de caractères. Plutôt qu'un tableau qui va contenir des objets Airtable, il va falloir fouiller à l'intérieur. Donc, ce sera beaucoup plus simple de traiter ça que de traiter ça. Ok, ensuite, on va remplir notre dataset. Donc ouais, le dataset, c'est l'ensemble de données par rapport à un objet. Admettons, là on va faire une data vise, je parle un peu de, si t'as pas changé le use case, on va comparer de manière pas du tout scientifique des vaisseaux de Star Wars. Et en gros, c'est de se dire le vaisseau, par exemple le TIE Fighter, il a telle vitesse, par exemple tel poids, et ainsi de suite. Et en fait, vous allez mettre toutes les données dans un même dataset qui correspond à ce vaisseau. Là, donc c'est exactement ça. On va rester sur du Star Wars. Mais
Pour les plus curieux, les données que je mets là, en vrai, ça veut rien dire, hein. C'est vraiment pour l'affichage. Voilà, c'est en toute T'as pas simplicité. comparé les vaisseaux de Star Wars? Putain, C'est tous ça. les soirs. C'est vraiment des données qui ne veulent rien dire. C'est juste pour voir l'affichage et voir un peu comment ça fonctionne. Est-ce que le Faucon Millennium est quand même premier dans toutes les stats? Oui, bah oui, ça c'est Ok, sûr. ça va alors. Voyons. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pas mis là parce que sinon il détruit tout. Ok, donc là on est bon. On va du coup pouvoir passer sur l'éditeur. On va essayer Donc là, de on passe faire. sur WeWeb pour ceux qui connaissent pas, parce que peut-être vous n'avez pas vu le live ou c'est la première fois que vous nous rejoignez. Ça, c'est WeWeb, donc c'est la boîte pour laquelle nous on travaille, qui est un outil d'édition de front. Donc front, c'est toute la partie visuelle d'une appli, no code, et qui peut se connecter à plein d'outils. Et là, on vous montre justement qu'il se connecte à Airtable et à Chart.js. Il y a Alex qui nous demande si tu peux zoomer un peu sur ta fenêtre Airtable. C'est vrai qu'on la voyait peut-être pas. Si tu peux revenir dessus, rezoomer et peut-être montrer vite fait toutes les tables. Je t'avoue que même moi, dans mon aperçu, je vois pas grand-chose. Ici c'est comme ça, c'est bien ou encore un peu plus? Tac. Je pense que ça devrait le faire. On va attendre. On va voir, Alex va nous dire, je pense. Hop. Parce qu'on a toujours un petit moment de lag entre ce qu'on fait dans le stream et ce que eux voient. Mais je pense que ça devrait être mieux. Même moi, je vois un peu mieux. Ok. Donc Ça pour devrait le faire. récapituler, ici on a nos datasets avec les données qu'on attend, donc la couleur que va prendre le graphe et les valeurs. Et ici on a nos labels. Ouais, c'est bon, on voit mieux. Je pense que tu Ok, nickel. devras zoom Faire un la peu même aussi dans chose l'interface. Ouais. dans l'interface. Ouais. Tac. Ok. Donc, on Donc va là, on est sur une page rajouter vide, déjà un pour vous petit dire qu'on triche titre. pas. Et ce que vient de faire Kevin, c'est qu'il vient de rajouter un titre. Donc on crée le site de zéro, contrairement à la dernière fois où je vous ai montré un use case un peu rapide. Là, on crée vraiment tout de zéro avec vous. Donc on est parti d'une page vide. Et là, du coup, il est en train d'ajouter son titre, d'éditer un peu de design, même si je vous rassure, on va pas faire un site magnifique aujourd'hui. C'est ça. Ça sera C'est très, pas le but. très, très classique. Et ensuite, je vais euh, ajouter un petit bouton. Pourquoi un bouton? Tac. Pourquoi Je va vais vous servir ce expliquer. bouton? Et je vais écrire Add Record. Tac. Donc c'est ce bouton qui va nous permettre de commencer le processus pour ajouter des données à notre graphe. Et ce qu'on va faire en fait, c'est que je vais vous montrer une des nouvelles fonctionnalités. Si je vais dans Data, juste en haut, ici on voit que j'ai un onglet variable et je vais ajouter une nouvelle variable. Alors, une variable, c'est juste pour ceux qui connaîtraient pas. C'est juste une petite donnée qu'on met en mémoire, là qui sera en mémoire dans le site, pour tous les utilisateurs, qui peut avoir, qui peut être une chaîne de caractères, un chiffre. Là, en l'occurrence, ça va être un booléen. Kevin va vous expliquer ce qu'est un booléen juste après. Mais l'idée, c'est de stocker des bouts d'informations dans le site de l'utilisateur. Et à partir de ces informations, on va pouvoir faire évoluer le site. Et c'est là justement que ça devient une web app. C'est que tout ça va évoluer en temps réel selon ces variables. Et là, du coup, tu utilises un boolean ou une string C'est aussi? ça, un booléen, donc du coup, comme Quentin le disait, on a plusieurs types dans une variable. Donc ça peut être une string, un nombre, un objet ou un booléen. Et on voit qu'un booléen, du coup, je n'ai plus l'input ici de type texte, et j'ai juste une valeur true ou false. En Donc, informatique, un booléen, c'est une variable qui peut juste être 0 ou 1 ou vrai ou fausse. Donc c'est là, on ça. va s'en servir typiquement pour... Je vais pas spoiler, je vais te laisser continuer et puis tu vas nous montrer Je ça. vais je vais la laisser set à false. Je vais sauvegarder. OK. Ensuite, Et je là, du vais coup, ouais, ajouter un vas-y. autre élément, un form container. Tac. Voilà, on vient de rajouter un formulaire. Et typiquement, si je ne me trompe pas, ce formulaire va servir à envoyer de la donnée dans Airtable C'est pour ça. pouvoir ajouter des vaisseaux. Donc, je vais dupliquer les Alors, inputs. on nous pose une question. La durée de vie des variables, c'est le temps de session ou ça persiste plus? C'est une bonne question. Est-ce que tu es au courant de ça, Kevin? Il me semble que c'est la session, non? Normalement, c'est le temps de la session, hein. Si tu veux que ça persiste, du coup, il faut jouer avec une base de données à côté. Mais normalement, c'est la session. Si tu reloads ton site ou si tu reloads ton éditeur,
ta variable retourne à son état d'origine. Ouais, parce que c'est dans le navigateur. C'est un peu comme, en gros, pour vous donner l'explicatif de pourquoi on fait ça, c'est ce que font des développeurs front quand ils créent une application web, c'est que souvent ils vont avoir des variables qui viennent du back-end, typiquement là, nos données de vaisseau, et il y a des variables qui sont uniquement dans votre navigateur ou votre téléphone, qui sont les variables front, qui servent à dire par exemple j'affiche telle ou telle chose, ou tel utilisateur est connecté à l'instant T, mais dès qu'on a de la variable critique à sauvegarder, on l'envoie dans une base de données dans un back-end. Julien qui nous dit que c'est l'équivalent du custom state chez Bubble. Oui, exactement, ouais. Là, je configure mon form. Hop. Alors, ce que Solver, il fait Kevin, montre. c'est qu'il configure le formulaire, il change les clés pour que ça puisse envoyer. On ait les bons champs pour envoyer la donnée dans Airtable. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous permettre de mapper les champs du formulaire, un peu comme le fait Zapier pour l'envoyer dans Airtable. Mais actuellement, on n'a pas encore la feature, donc il faut juste que vos champs aient comme valeur technique le même nom que vos colonnes Airtable, pour que Airtable, quand il récupère la donnée, sache où la stocker. Ok. Donc là, vous vous souvenez, j'ai set une variable tout à l'heure. Donc isContainerVisible. J'ai set à false. Et donc du coup, ce que je veux faire, en fait, c'est que je vais cacher mon formulaire tant que l'utilisateur n'a pas appuyé sur ajouter un record. Donc ici, dans display, j'ai une propriété hide from this breakpoint. Et je vais cliquer sur la petite prise ici. Donc Les ici, vous prises pouvez sont voir une violettes. nouvelle. Ouais, Depuis c'est combien de temps? sympathique. Depuis 20 minutes ou... J'étais pas au courant. On découvre en live. Vous avez vu, ça push vite sur WeWeb. Et là, je vais bind du JavaScript. Donc ici, j'ai un input et je peux voir ici que j'ai toute une liste de paramètres en fait qui vont me donner plein d'informations sur ce que je vais pouvoir utiliser dans mon code. Alors ça, je rappelle juste que pour l'instant, c'est du JavaScript et c'est exactement ce qui, dans 1 ou 2 semaines, ça dépend si on est rapide, va être complètement no code. Mais l'idée, c'est de vous laisser tout ce qui est visuel ou data, données, c'est de vous laisser visuellement le lier à des variables ou des variables qui viennent de votre backend ou de votre state. Mais pour l'instant, c'est du JavaScript et ce qu'on a fait, c'est qu'on vous a mis un peu les fonctions visibles. Donc il faut faire un tout petit peu de JavaScript. Mais dans 2 semaines, normalement, ça se fera un peu de la manière d'un Coda ou d'un Integromat en utilisant des variables et des fonctions toutes faites. C'est ça. Donc du coup, ici, je vois que j'ai un objet variable qui contient ma variable. Donc je vais écrire un return. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on lui dit justement, ouais, l'affichage, c'est équivalent à la variable qu'on a créée qui est booléenne. Donc tout simplement, vu que c'est un booléen, elle peut être soit vraie, soit fausse. Donc WeWeb va automatiquement comprendre que le formulaire va être visible ou non. Et donc du coup, c'est ce qui se passe ici. En fonction de en fonction de la condition que j'utilise, soit ça m'affiche mon container ou pas. Donc moi, je veux qu'il Ouais, soit parce que caché au début. quand on met un point d'exclamation, excusez-moi pour expliquer vraiment pour ceux qui Oui, codent pas, oui. le point d'exclamation avant, c'est pour inverser la valeur d'une variable. Donc typiquement, si elle est true, si elle est vraie, elle va devenir fausse. Si elle est fausse, elle va devenir vraie. On Et peut en voir fait, la là, ce valeur en que vous bas. montre Kevin, ouais, voilà, c'est que en fonction de vrai ou fausse, ça affiche ou non. Tac. Donc je laisse ça comme ça. Et maintenant, je vais aller sur mon bouton ici, Add Record. Je vais aller dans dans ce nouvel onglet ici et je vais créer une interaction. Reform. L'interaction, c'est pour comment changer des variables justement ou un état de l'application selon ce que l'utilisateur, les actions utilisateurs sur l'application. C'est ça. Et on va le voir tout à l'heure, mais on peut vraiment les enchaîner et créer des étapes pour faire plusieurs actions différentes. Donc au clic, je vais changer la valeur d'une variable. Je vais sélectionner ma variable et je vais la set à true. Donc c'est déjà le cas ici. Hop. Donc si je ferme ici et que je me mets en mode preview et que je clique sur mon bouton, j'ai mon formulaire qui apparaît. On pourrait rajouter une toute petite marge en dessous de ton formulaire avant le add record, parce qu'on a l'impression que les deux boutons sont Et les on va mêmes. faire Donc, encore mieux. C'est que le ah. add record, on va le cacher si le formulaire est actif. Comme Ah, ça, d'accord. on toggle les states. Ouais, c'est qu'en Donc gros, du quand il y a un coup, formulaire, on n'a pas besoin de dire que on veut rajouter un c'est record, parce ça. qu'il y a déjà le formulaire, et vice-versa. S'il n'est pas là, on veut le bouton pour
rendre le formulaire visible. Donc ici, je vais faire exactement la même chose que pour le formulaire, mais inversé, avec le point d'exclamation. N'hésitez pas encore une fois dans le chat si vous comprenez pas exactement ce qui se passe là au niveau du JavaScript, des états, tout ça. Si vous voulez qu'on refasse une passe dessus, il n'y a pas de problème. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et pour que tout soit nickel, je vais rajouter une icône juste ici, là. Est-ce que je l'ai mise au bon endroit? Nickel. Hop, Hop. Je vais mettre une petite croix. On va la voilà, laisser comme ça. comme on l'avait dit, comme le dit Raph, ça se fait avec du JS. Alors, Raph dit 3-4 semaines. Il prend plus de marge que moi. Mais en gros, ouais, il y aura une interface à la Zapier Integromat. Mais on préférait vous montrer ça maintenant pour vous montrer un peu la logique de ce qu'on est en train de faire. Parce qu'en fait, là, on est en train de faire un peu, si vous voulez, le moteur de WeWeb. Et en fait, quand on va vous mettre l'interface par-dessus nos codes, c'est plus un petit coup de polish niveau interface. Mais la structure de données et tout ce qu'on pourra faire dans WeWeb restera exactement la même chose. Donc du coup, sur ce bouton, je vais rajouter une interaction. Add form. Au clic. Changer une variable. Ma variable. Et cette fois, je la mets à false. Continue. Et là, j'ai ma structure de base. Donc au début, je n'ai rien. Je veux ajouter un record, je clique. J'ai mon formulaire qui s'affiche. Mon ancien bouton se cache. Je veux revenir en arrière, je clique ici, hop, et je reviens à mon état Alors, d'origine. il y a Oumasena, je sais pas trop comment on prononce ton username, qui nous dit: est-ce que vous laisserez l'option de setup les interactions avec du JS ou l'idée c'est de tout passer en no-code? Alors, tu auras toujours les deux options. Parce C'est que ça. nous, on se dit que les gens qui ont envie de faire du code et de faire des trucs hyper compliqués, ils le feront en code. Et tu auras aussi les options en no-code. Et même à terme, ce qu'on adorerait, je sais pas à quel point c'est compliqué, mais c'est qu'on aimerait même que si tu l'écris en JS, ce soit visible en no-code aussi, l'équivalent en no-code. Et si tu le fais en no-code, tu as quand même accès au code JS. Tu vois, donc en fait, tu aurais vraiment la même chose entre les deux. C'est juste que nous, on va te rajouter une couche sur le code, mais derrière, c'est du code en JS. Ok. Là, maintenant, on va commencer à faire le lien avec notre base Airtable. Donc, je vais rajouter un container. Il faut que je me remette en mode édition. Hop. Et ça sert à quoi ce conteneur? Il va servir à afficher mes beaux vaisseaux. Ah. Donc ce qu'il y a déjà dans Et la je l'ai base Airtable. pas mis au bon endroit. C'est ça. Parce que là, on part du principe dans le projet que la base Airtable, c'est vraiment un backend externe et que nos utilisateurs, si on avait des utilisateurs, ils utiliseraient uniquement cette partie visible, donc l'application qu'on est en train de faire dans WeWeb, et que Airtable servirait juste à stocker la donnée, mais qu'ils n'iraient pas mettre leurs mains dans Airtable. Donc on va aussi leur C'est ce afficher les qu'on peut vaisseaux. imaginer, c'est ça. Ouais. Un petit coup de CSS. Juste pour faire un petit peu d'espace. On passe vite fait là-dessus. Si Un vous êtes petit habitué à padding. Webflow, Tac. c'est à peu près la même chose. Ensuite, à l'intérieur, je vais rajouter une autre flexbox. Vous allez vite comprendre à quoi elle va servir. Toute la largeur, tac. Un texte. Cette maîtrise des flexbox me fume. Moi, dès qu'il y a deux flexbox, je suis perdu. Je sais pas comment tu fais pour te retrouver là-dedans. Wow. On va dire que c'est l'habitude. Et une icône. On va elle aussi la réduire parce qu'elle est un peu trop grosse. Tac. Tac. Alors, on nous pose une question à terme dans WeWeb, il y aura une base de données ou pas? Alors non, nous, notre parti pris, c'est d'être très fort dans le front. Et on veut pas faire un outil qui fasse tout comme un Bubble ou Ycode commence à le faire. Il y a d'autres outils qui font ça. Nous, notre parti pris, c'est d'être très très fort en front, en design, en use case front, donc en interaction. Et on se dit qu'il y a des outils qui font le back-end beaucoup mieux que nous. Typiquement Airtable, pour l'authentification, il y a Auth0. Et du coup, on permettra de se connecter à plein plein d'outils. On parle déjà même avec, tu vois, typiquement, on parle avec des HubSpot, on parle avec les gars de Vercel, on parle avec plein d'acteurs dans le milieu. Et on se connectera uniquement à ces outils. Dans le sens où, en plus, nous, notre vision, je sais pas si vous avez écouté le podcast avec deux de nos fondateurs, Raph et Flo, c'est qu'on pense que le no-code va aller, du moins dans le milieu professionnel,
va faire la même chose que les devs, c'est qu'en fait, on va de plus en plus découpler le back et le front pour pouvoir être avoir des use cases plus puissants sur le back et le front, et en fait, on va juste faire communiquer les deux entre eux. Mais du coup, on fera jamais de back normalement. À moins que tous nos utilisateurs nous le demandent H24 et que finalement on change d'avis, mais c'est pas notre vision. Donc maintenant, je vais me connecter à mon Excuse-moi, Airtable. il y a encore Oui, d'autres vas-y. questions. Questions un peu hors sujet par rapport à la persistance des variables, niveau page, niveau session, niveau user. Je me demandais justement si vous aviez dans votre roadmap moyen terme l'intégration d'une gestion des users ou si c'est prévu. On gère déjà les users via Auth0. Tiens, tu peux montrer justement l'onglet authentification. Donc Auth0, c'est un outil de dev américain. On va rajouter probablement Google bientôt. Mais en gros, vous pouvez l'utiliser jusqu'à 7000 users gratuits. Eux gèrent beaucoup mieux la sécurité que nous. Ils vous permettent d'ajouter la connexion avec Google, avec Facebook, avec Twitter, ce que vous voulez, et même de faire du SSO en entreprise. Et en fait, nous, on va récupérer la donnée de l'utilisateur connecté à l'instant T via Auth0. Donc on va te permettre de l'utiliser comme si tu n'avais pas conscience de Auth0. Mais la connexion, on laisse Auth0 la faire. Alors Tox, quel outil on est en train d'utiliser? On est en train d'utiliser WeWeb, qui est l'outil de la boîte dans laquelle on travaille, donc weweb.io. Devenir des concurrents, excuse-moi, il y a pas mal de questions. Devenir des concurrents de Webflow, pas du tout. Webflow, leur vision, c'est de faire des sites web et ils le font très bien, ils le font beaucoup mieux que nous. Nous, on veut faire des applications web. Donc, tu vois, toute cette gestion un peu des utilisateurs, cette gestion des états, cette gestion de la donnée externe, et ce côté, l'application réagit en temps réel à ce qui se passe dedans, c'est plus notre vision. Donc, on irait un peu plus comme un Bubble, mais plus découplé. Donc Bubble fait tout de manière monolithique. Nous, on veut vraiment faire que le front. Et si tu veux, dans le space, on est un peu plus comme des softwares ou des stackers, mais on te permet de customiser l'interface. Là où stacker et software ont des interfaces assez rigides. Hop, attends, on a encore une autre question sur. Je crois que l'autente, ça intéresse pas mal de monde. Vous imaginez faire un API connector comme Bubble avec gestion des authentifications off de 2.0 par exemple? Oui, je pense qu'on va le faire, mais le fait est que, en fait, nous, si tu rajoutes Auth0 gère le OAuth. T'as juste un cliquer sur un bouton. Je pense qu'on fera un live avec Auth0 parce que c'est hyper intéressant. Tu cliques sur un bouton sur ta page de login, t'as instantanément Google ou Facebook. T'as pas besoin de faire grand chose. Vas-y, je te laisse continuer, Kevin. Ok. Donc là, je vais relier ma table Airtable. Donc je vais ajouter une collection. Donc Airtable, pour ceux qui ne savent pas, c'est un plugin parmi tant d'autres que vous avez à disposition sur WeWeb. Donc moi, je l'ai déjà configuré, c'est-à-dire que j'ai cliqué et j'ai ajouté ma clé API. Et là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter une collection que je Une vais collection, c'est appeler un jeu de données, je me permets. C'est un jeu de données dans WeWeb. Typiquement, on se dit, je vais Labels. chercher, je sais pas, mes blog posts par exemple. Ou là, je vais chercher mes vaisseaux dans ma table Airtable. Ou mes utilisateurs dans Auth0. Tout ça, à chaque fois, c'est une collection différente. Et du coup, là, je vais récupérer mes tables dans mon Airtable. Donc on va commencer par labels, qu'on va pas utiliser tout de suite, mais un peu plus tard. Tac. Label summary. Continue. Et On ici, on passe un voit peu vite que, sur tout, mais on vous expliquera oui, après comment ça fonctionne. si je vais dans la base value, on voit ici que j'ai mes valeurs qui sont présentes ici. Hop, ça je laisse de côté. Je vais en ajouter une deuxième. Dataset. Aussi Airtable. Hop, dataset. Ici, on voit que j'ai mes deux vaisseaux. Continue. Ah. Et Arnaud de... nous dit la légende dit qu'utiliser Airtable, Bubble avec Airtable en back ralentit considérablement l'app. Qu'est-ce qui fait que les apps WeWeb seraient plus rapides? Alors pour travailler sur une app où c'est le cas en ce moment, nous la grosse différence c'est que Bubble hérite d'un stack technique qui a déjà plus de 10 ans. Donc ils ont pas bénéficié de l'apport des frameworks. Nous, on est sur Vue.js, mais si vous connaissez React ou Angular, c'est un peu la même chose. C'est qu'en gros, nos applis, c'est que du JavaScript qui réagit en temps réel tout le temps à tout ce qui se passe, et qui est beaucoup plus rapide qu'il y a 10 ans, on utilisait du jQuery, les pages étaient plus statiques.
Donc là, ils sont en train de faire une énorme refonte de leur infra. Justement, ils viennent de lever 100 millions principalement pour ça, en vrai. Et surtout, nous, ce qu'on fait, c'est que les données du Airtable, on les met en cache dans notre base de données. Donc, ce qui fait qu'on va pas tout le temps taper Airtable. On va taper notre cache et de temps en temps, on va vous mettre à jour Airtable pour être synchro. Mais ce qui fait que c'est beaucoup plus rapide parce que l'API d'Airtable n'est pas la plus rapide et a des limitations. Donc, nous, on bypass ça avec un cache. Après, on peut choisir, hein. C'est-à-dire que si je reviens ici dans la configuration, Mm. on peut choisir du coup statique, dynamique ou cache. Dans mon cas, dans l'exemple ici, je choisis dynamique parce que justement, je veux que ce soit instantané. Alors Julien nous dit surtout qu'on pré-render les pages, ça dépend. Là justement, Kevin vient de mettre la collection en dynamique, donc elle sera uniquement récupérée par le JavaScript dans le navigateur, donc la page sera pas pré-régénérée, générée, pardon. S'il l'avait mis en statique, ça aurait été le cas. Mais par exemple, si tu as des énormes jeux de données et que tu veux surtout une web app, tu n'as pas besoin de référencement SEO, autant mettre la collection en dynamique ou en cache, auquel cas elle chargera beaucoup plus vite et on n'aura pas besoin de générer toutes les pages. Oui, comme le dit Alex, Bubble n'a pas été pensé pour ça parce que Bubble, à la base, ça a été pensé comme un outil monolithique. C'est vraiment, ils veulent que la donnée, enfin, ça a été pensé à la base pour que la donnée soit chez eux et pas sur un outil externe. Un peu comme le web, il y a très longtemps, c'était pensé qu'un framework fait tout le site avec la donnée et de plus en plus on découple. Ce qu'on vous disait, c'est un peu ce qui s'était passé dans le web, qui se passe dans le no-code, nous on le pense, c'est que tous les outils vont se découpler, vont devenir très forts à faire une chose et qu'en fait ils vont parler entre eux plus qu'un outil qui fait tout. Donc, je vais continuer. Là, j'ai bindé, du coup, j'ai relié ma base Airtable. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que je vais afficher mes vaisseaux, en fait, ici. Avoir une liste des vaisseaux disponibles dans mon Airtable. Donc, je prends mon container parent. Et ici, on voit que j'ai une option Items, Elements to Repeat. Et ça, je vais le binder à mon dataset. Donc ici, on voit que j'ai la liste de mes collections. Je choisis Dataset. Je vais mettre une petite marge ici. Là, vous voyez qu'il y a deux lignes qui ont été créées Tac. parce qu'il y a bien deux vaisseaux dans la collection. Donc WeWeb a compris qu'il fallait qu'il crée deux lignes. C'est ça. Et chaque ligne a en contexte quelle ligne dans le Airtable il est. C'est-à-dire que si ici je clique sur mon texte et que je choisis de binder mon texte, expression, il reconnaît que voilà, c'est la ligne X-Wing. Hop. Et automatiquement, bien entendu, il fait les autres. C'est pas la peine de le faire à chaque fois. Donc voilà, première étape de régler. On a nos vaisseaux. On a un formulaire qui nous permet d'ajouter les vaisseaux. Et maintenant, ce qu'on veut faire, en fait, c'est qu'on veut afficher le graphe. Donc pour ça, on va ajouter un nouveau plugin qui est ici, Chart.js. J'ajoute. Donc lui, il n'y a pas de Kevin a configuration. codé la semaine dernière, qui est tout neuf. Il n'y a pas trop de configuration, c'est juste un petit guide qui est amené à évoluer pour expliquer un peu comment ça fonctionne et le format des données qu'il attend. Et c'est juste que ça ajoute ici, donc vous avez peut-être dû déjà le voir, mais il y a plusieurs onglets dans la table d'ajout. Le toolkit, et maintenant, lorsque j'ai ajouté le plugin Chart.js, j'ai les éléments qui sont associés à Chart.js. Et là, je vais en dessous ajouter ma charte, qui est rentrée à l'intérieur de mon formulaire, et ça, je ne le veux pas. Donc je vais Donc là, il va dans le la navigateur. déplacer. Et je ne sais pas si on vous avait parlé d'une petite feature cachée qui est qu'on peut drag and drop sur la page, on peut drag and drop dans le navigateur, et il y a même un truc qui est goodies, c'est qu'on peut drag and drop entre le navigateur et la page et vice versa. Ça. C'est ça. Euh, Ok, donc là c'est bon, je vais rajouter une petite marge parce que c'est trop collé. Alors nous demande, est-ce qu'on a une marketplace de plugins ouverte aux devs ou ce sont uniquement des plugins développés en interne? Pour l'instant c'est en interne. La marketplace on est carrément dessus. C'est un sujet énorme, je pense qu'on va attaquer d'ici la fin de l'année et début de l'année prochaine. Et comme tu l'as très bien souligné Arnaud, je pense que le côté ouvert de notre plateforme où tu peux envoyer n'importe quel composant Vue ou React, on va l'utiliser pour que les gens puissent mettre à jour la marketplace. Et nous, on va se réserver peut-être quelques plugins assez cruciaux où on veut qu'il y ait une expérience utilisateur très bien faite.
Et là, on réfléchit sur la marketplace, notamment avec RAF, pour que aussi, pourquoi pas, des gens puissent même vendre leurs plugins. Et du coup, les plugins, c'est hyper intéressant que tu poses la question, c'est que tu pourrais vendre des UI kits, tu pourrais vendre des templates, mais tu pourrais très bien créer un plugin justement Algolia ou Stripe qui vient enrichir l'éditeur avec des composants comme Chart.js, tu vois. Donc vraiment avec une logique. Et ça, on le laisserait ouvert, je pense. Et donc là, c'est les données, c'est du placeholder, bien évidemment, même si ça, on reste sur le thème Star Wars. Et donc du coup, ma charge, j'ai différentes options qui sont pour l'instant basiques, mais qui sont éventuellement amenées à évoluer. Donc je peux choisir l'axe. Si j'ai plusieurs datasets, je peux choisir soit de les séparer visuellement ou soit de stacker les barres, comme ceci. Ça peut éventuellement faire gagner un peu de place. Et après, bon, c'est surtout du visuel et de la préférence. Et je peux choisir l'endroit où va se situer la légende. Là, tout ce que vous voyez qu'il est en train de vous montrer, c'est vraiment les propriétés que normalement, seuls les devs ont accès à ça quand ils utilisent la librairie. Donc on vous a mis dans le... Est-ce que ce que tu disais, Arnaud, c'est que typiquement, si tu développes un plugin, tu vas dire, bah, je peux mettre telle ou telle propriété dans la sidebar. Et nous, on croit beaucoup au fait qu'on va pouvoir intégrer dans WeWeb toutes des librairies de dev qui sont surpuissantes. Donc typiquement Stripe, Algolia, Chart.js, il y en a plein d'autres qui sont hyper customisables et qui permettent en fait d'aller plus loin dans le besoin par rapport au no-code classique où typiquement quand tu veux un paiement et des membres, tu mets member stack, mais si on te met directement off zero, en fait, tu as encore plus de customisation possible parce que tu n'es pas dépendant de l'outil, tu es carrément dépendant de la librairie qui est beaucoup plus ouverte. C'est ça. Donc du coup, maintenant, ce que je veux là, c'est je veux afficher dans ma chart les éléments qui viennent de mon Airtable et pas garder les éléments du placeholder. Donc là, si je vais dans Settings, je vois que j'ai les deux propriétés que je vous ai présentées plus tôt, les labels et les datasets. Et ce que je vais faire, c'est que je vais relier ça à mes collections. Donc labels, je vais prendre expression, je vais aller dans labels, Star Wars, et on se souvient, ce qui m'intéressait, c'était les labels value. Hop. Et automatiquement, ça se met à jour avec mes 3 planètes. Et là, on va passer au niveau du dataset. Et c'est ce que Quentin disait un petit peu plus tôt. Pour l'instant, on va tricher, donc c'est surtout pour vous montrer. Mais pour l'instant, pour faire ça très bien, on est obligé d'utiliser un peu de JavaScript. Donc ici, je vais sélectionner JavaScript. J'ai copié, j'ai déjà préparé un petit snippet pour afficher tout ça. Donc ici, pour expliquer rapidement, on va pas non plus s'attarder. Je prépare un tableau en fait dans lequel je récupère toutes les données qui sont ici, surtout les valeurs en fait. Comme ce sont des chaînes de caractères, je les transforme en tableau. Je formate la donnée un peu comme j'en ai envie. Et ensuite, je return, donc je renvoie en résultat de ma fonction un objet qui va contenir toutes les propriétés dont j'ai besoin pour afficher la charte correctement. Donc ici, c'est le label. Donc c'est ce qu'on voit ici, donc au TIE Fighter par exemple, ou X-Wing. Ensuite, la couleur, qui est directement la couleur que j'ai écrit ici. La data, donc cette data-là. Et ensuite, différentes options. Donc par exemple, j'ai voulu ajouter des petites borders ici. On va même les agrandir un petit peu, je vais mettre 15. Les options supplémentaires ici, vous pouvez les trouver pour l'instant ici. Pour l'instant, j'ai mis que pour bar et on voit en fait toutes les propriétés qu'on peut rajouter à l'objet pour le personnaliser. On pourrait mettre des bordures aussi, etc. Donc du coup, automatiquement, on peut voir les données de notre Airtable. Donc ça, c'est la première étape. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est la cerise sur le gâteau. On veut rajouter une donnée. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que déjà, Permet juste de on va t'interrompre. afficher... Oui, vas-y. Sona qui nous dit si Marketplace IA, la maintenance des intégrations de librairies sera gérée en open source ou par la personne qui a mis le plugin sur la Marketplace. Alors on ne sait pas encore, pour être honnête avec toi, c'est un sujet qu'on a déjà en tête.
Et nous, on aimait bien le modèle de Shopify où quand tu assures le suivi de ton plugin, tu prends plus de, je crois, 80% peut-être des revenus à la vente de ton plugin. Mais si tu ne le fais plus et que c'est Shopify qui doit le faire, ça s'inverse. Donc en fait, tu incentives les gens à continuer de suivre leur plugin grâce aux revenus qu'ils font sur ce plugin. Mais on ne sait pas encore si ce sera notre modèle final. C'est une chose auquel on pense. Et on est intéressé d'avoir votre feedback là-dessus, d'ailleurs, si vous avez des modèles en tête. Hop. Donc là, je vais revenir sur mon formulaire. Et ce que je vais faire, c'est que dans les propriétés, ici j'ai la propriété Submit Action. Je vais mettre Known pour que le formulaire de lui-même n'exécute rien au submit. Et tout ça, je vais le gérer par les interactions. C'est-à-dire que dans l'interaction, je vais créer une nouvelle interaction. Je vais l'appeler create record. Et ici, comme je suis dans un formulaire, j'ai d'autres propriétés qui s'affichent et je vois que j'ai onSubmit. Donc je choisis onSubmit. Et onSubmit, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire un peu de JavaScript. Donc la deuxième joker, hein, j'ai mon petit snippet qui est préparé, create record, que je vais coller ici. Donc en gros ici, qu'est-ce que je fais? Je récupère l'ID de ma collection que j'ai enregistrée dans WeWeb. Donc c'est l'identifiant de ma base Airtable en fait. Ensuite, je génère un objet. Cet objet, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir en fait les propriétés qui sont dans les valeurs qui ont été enregistrées dans mon formulaire au moment du submit. Et ensuite, j'utilise une fonction qui va envoyer tout ça à Airtable. Continue. La fonction vient du plugin Airtable d'ailleurs. Oui, Vous avez effectivement. Si je vais dans plugin ici, que je vais dans... non, c'est pas ici. dans tes collections, tu as les Dans fonctions. mes collections, ouais, voilà, les fonctions. Et ici, je vois que j'ai fonction from Airtable. Create record, delete record, update. Si je reviens dans le JavaScript ici, et que je vais dans paramètres, fonction, non, c'est pas fonction, plugin, Airtable. Et ici, je vois que j'ai du coup toutes les fonctions. Qui seront pareil, dispo dans l'interface no code. En C'est fait, ça. les record, delete record, vous les aurez dans le drop-down juste au-dessus, à la place de custom JavaScript. Et pareil, c'est le temps qu'on passe en full no code. Dans 3-4 semaines, comme disait Raph. Du coup, hop. Ensuite, qu'est-ce que... Donc là, j'ai envoyé ma donnée en Airtable. Enfin, je ne l'ai pas encore fait, mais voilà, j'ai préparé le truc. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit pris en compte? Je vais rajouter une nouvelle action dans ma timeline. Dès que les données ont été envoyées au Airtable, qu'est-ce que je veux faire? Je veux refetch la collection pour que ça se mette à jour dans mon site. Donc, fetch collection, dataset. Continue. Là, on est bon. Donc, est-ce que j'ai rien oublié? On va pouvoir faire un petit test, hein, je pense. Ajouter Vas-y. un record. Euh, on va mettre le tueur. Julien qui nous demande si on pourra payer en crypto sur la marketplace. Écoute, comment te dire que peut-être en stablecoin, parce que vu la stabilité en ce moment, c'est compliqué. Mais c'est pas un truc qu'on a dans la roadmap à court terme. On va mettre Après, une petite couleur. Tac. La couleur. Et en valeur, on va mettre allez, 80, 12, 55. Verdict. Bien entendu. tu l'as mis en type Ouais, mail. je l'ai mis en type mail. Short answer, j'ai quoi pour les autres? Short answer. Short answer. Hop. Ça va garder mes trucs. Et Et voilà. automatiquement, voilà, Bravo. sans fail. Donc dès le début, j'ai mon Faucon Millennium qui s'affiche. Et après, voilà, je peux bien entendu jouer avec Et ma charte. il est dans Airtable. Et il est dans Airtable. Si je vais voir mon Airtable, j'ai ma nouvelle ligne qui est apparue avec les données.
Voilà. Alors attends, on a une nouvelle question de Flochou. J'adore ce pseudo. Euh, je sais pas si ma question a du sens, mais je me demandais si pour ce plugin et pour l'ensemble des plugins susceptibles de printer des trucs, c'était possible de lui transmettre les styles classes du site police couleur de manière fluide. Alors, c'est compliqué. On avait essayé de faire ça à une époque, on travaillait sur des intégrations directement depuis Figma. Le problème de faire ce genre de choses, c'est comme tu dépends de code externe à ton app, tu sais pas de où envoyer les variables de style. Donc il faudra peut-être qu'on travaille avec certains outils les plus connus pour que ça se fasse naturellement. Mais pour l'instant, c'est très compliqué. On a essayé, on s'y cassé les dents. Et si tu veux, en fait, la plupart des utilisateurs nous ont dit que c'était pas le truc le plus important. Donc pour l'instant, non. Et une autre question, Julien, qui nous dit, pourra-t-on à terme créer un SaaS, par exemple HubSpot sur WeWeb? Imaginez-vous des cas hors scope de WeWeb. Je pense qu'on pourra créer des SaaS dans WeWeb. Je pense qu'il nous manque deux trois features pour que ce soit complètement fluide. Là, ce sera plus des web apps type peut-être outils internes ou directory ou client portals. Des cas hors scope de web, si vraiment ton application est surcomplexe, je pense que même dans 10 ou 15 ans, les applications qui seront très très complexes et qui ont des use cases vraiment extrêmes, ce sera toujours du code par des devs. Mais après, des cas hors scope, hormis le mobile pour l'instant qu'on gère pas, j'en ai pas vraiment en tête. Donc non, je pense que tu pourras recréer un HubSpot sur WeWeb, même si ce qui est plus probable, c'est que tu risques de créer des applications via ta donnée HubSpot dans WeWeb. Parce qu'on a déjà des clients que ça intéresse et on est, pour être totalement franc avec vous, on a HubSpot en investisseur et en vrai, tous les outils type HubSpot, Salesforce, Datadog, ils ont beaucoup de besoins, leurs clients ont beaucoup de besoins de créer des fronts sur la donnée qui sort de ces outils. Donc nous, on est en discussion avec eux pour les avoir en intégration. Du coup, on est bon. Après, on pourrait, ça dépend si on a le temps ou pas, mais on peut vous montrer aussi pour la suppression, éventuellement. Tu peux rajouter la suppression si vous avez envie de On fait la supprimer. suppression. Allez, c'est tout aussi simple que Il pour le faudra reste, hein. essayer à la fin aussi. Sinon, c'est triché. C'est vrai. Du coup, je sélectionne mon bouton de suppression et même système, interaction, get record, au clic. On va mettre du JavaScript. On va tricher encore une fois. Hop. C'est quoi cette appli là que tu utilises pour ton Euh, Snippet board là? Labs. Ça me trigger. J'ai envie Ouais, c'est d'essayer. assez stylé. Je vérifie que tout est bon pour les noms, dataset. On continue. Et bien sûr, on n'oublie pas de refetch la collection juste après. Sinon, on n'a pas la mise à jour. Sinon, on n'a pas la mise à jour en temps réel. Hop. Donc du coup, si je me mets ici, bon après, vous voyez, ça bouge à chaque fois comme ça, c'est parce que la page se met à jour à chaque fois. Si je choisis de supprimer mon X-Wing, non, mon TIE Fighter, c'est le moins stylé. Hop, il a disparu. Et automatiquement, mon graphique s'est mis à jour. Et il est plus dans Airtable. Et il n'est plus dans Airtable. Donc attention. Si tu supprimes, tu vas tout refaire. Ok, donc on a toutes les fonctionnalités. Là, on a une mini web app. Et ce qu'on peut faire, c'est peut-être essayer de la publier, non? C'est ça, mais je vais me rappeler qu'il y a juste un petit truc que je vais rajouter. Ici, dans mon interaction pour créer le record, à la toute fin, je vais rajouter un change variable value is container visible false. Comme ça, dès que j'ai submit, le container se cache automatiquement et j'ai à nouveau mon bouton create record. Et il y a un truc qu'on n'a pas dit d'ailleurs sur le fait que ce soit visible ou non. Comme c'est du JavaScript qui gère ça, l'élément n'est pas dans la page, il n'est pas dans le DOM, donc dans le HTML. Typiquement, si vous affichez ou vous cachez des choses dans Webflow ou Bubble, si vous le faites juste avec du CSS, l'élément est dans la page. Donc s'il y a de la donnée sensible, bah, en fait elle n'est pas du tout protégée.
Ou typiquement, si vous avez énormément de formulaires et des conditions énormes de j'affiche en fonction de qui est connecté ou je veux telle ou telle donnée, la page elle va mettre énormément de temps à charger. Alors que là, l'élément n'est vraiment pas dans la page, il est généré dans votre navigateur au moment où la variable devient vraie. Donc, ce qui fait que le chargement est plus rapide et la donnée n'est vraiment pas visible. Par exemple, pour un robot ou quelqu'un qui irait voir le code source de la page. Et là, du coup, Kevin publie le site en production pour qu'il soit visible sur les internets. Histoire qu'on triche pas. Alors là, il y a notre petit temps de. Tu vas pas dans le Publish History, toi? Le Publish History, genre ici? Ouais, là, tu vas dans Publish History, à gauche, dans ta sidebar. C'est comme, oui, c'est comme le See Your Commit, et t'arrives directement sur la bonne Ah, page. ah bah tu vois, je viens de découvrir quelque chose. Communication interne. Alors attends, il y a. Qu'est-ce que nous demande Étienne? Autre sujet, est-il possible de faire intervenir un expert WeWeb dans le cadre d'un programme d'incubation en dehors de Paris? Alors oui, je pense que on commence à avoir des freelances et des agences qui travaillent avec nous, parce qu'on est assez jeunes, pour rien te cacher. Donc on pourrait soit leur demander, soit tu peux nous demander. Envoie-moi un mail si tu peux à quentin@weweb.io et on verra avec toi pour faire venir quelqu'un qui pourrait même être quelqu'un de la boîte, mais c'est totalement possible. Cinetrix qui nous demande, j'ai entendu tout à l'heure que le mobile n'était pas encore géré actuellement, mais une roadmap est prévue à court terme là-dessus. Pas du tout. Pour l'instant, nous, par contre, le responsive est géré. Donc, ton site serait visible sur mobile. Il y a déjà des clients qui nous utilisent comme ça. Mais une application mobile, du moins native, on le fait pas encore. On a commencé à regarder, ce serait plus du moyen terme parce que ça prendrait du temps. Mais tu as des outils, typiquement, nos copains YC de DraftBeat le font. Et tu as d'autres outils qui le font. Et pour l'instant, c'est encore dur. Il y a Glide, typiquement, qui commence à faire des web apps. C'est encore dur de faire les deux en même temps avec une bonne expérience d'utilisateur. Donc, je te recommanderais d'utiliser un outil pour ton app mobile et un outil pour ta web app, sachant que ta web app est responsive et peut fonctionner sur mobile. Et d'ailleurs, à une époque, dans une ancienne version de WeWeb, on gérait les progressive web apps et on va peut-être le refaire en attendant. Ouais, Flutterflow à YC aussi. Tu sais, il y a Webflow qui a fait YC. Supabase, il y a pas mal d'outils no-code. On est pas mal et on se parle tous. Mais ouais, il y a des outils assez stylés. On vous en parlera, je pense, dans d'autres lives. On vous parlera pas mal des outils américains. Typiquement, Retool a fait YC aussi. Stacker a fait YC. Donc, on vous parlera beaucoup je pense, dans d'autres lives d'outils américains qu'on aime bien, qui sont un peu nos copains de YC. Et je t'interromps encore, Kevin. Existe-t-il une formation WeWeb ou des tutos pour prendre en main l'outil? Écoute, ça arrive. On vient de recruter une product marketing manager pour ça. On n'a pas, parce qu'on n'a pas le temps de tout faire. J'étais dessus, mais je pense que cette personne va être en charge de ça et on va créer la WeWeb Academy où on mettra à disposition des cours et même des certifications pour tous ceux qui ont envie d'utiliser WeWeb. Du coup, là, je suis sur mon site publié. Donc, hop, j'actualise la Alors, page. Kevin publie son site tranquillement. Vas-y, vas-y, Et petite on démo. va aller. Petite démo. On va remettre notre TIE Fighter. Un petit jaune. Hop. Et allez, 10, 30, 50. Ah, et vous voyez que ça fonctionne, c'est instantané. Et encore une fois, la base Airtable est mise à jour. En temps réel. On essaye d'être assez rapide. Et vous avez vu, ça a automatiquement, après le submit, caché mon formulaire. Et ça m'a remis à vraiment l'état initial de mon application. Nice. Et voilà, je crois on a fini la démo. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je vois qu'il y en a qui ont posé des questions. Alors, qu'est-ce que nous dit Flo? En fait, WeWeb, vous êtes le Mario Bros des frameworks front-end. C'est ça qu'on devrait mettre sur le site. We are the Mario Bros of the front-end frameworks. Yes. Vous bâtissez les tuyaux et la plomberie pour les rendre accessibles en no-code. En fait, c'est ça, nous, on est un peu une glue du front. On est un peu le. C'est marrant parce que je l'avais pitché à un Américain il y a pas longtemps et il m'avait dit ouais, vous êtes un mélange de Zapier et de Webflow, mais pour le no-code en front. C'était un peu ça. C'est qu'en gros, il y a des outils qui font plein de choses mieux que nous, l'authentification, les bases de données, justement les graphes Chart.js. Nous, on va juste les rendre tous accessibles au même endroit. Tu fais joujou avec et on te crée l'application.
Et ensuite, tu peux l'héberger où tu veux, parce qu'on travaille aussi avec des outils comme on travaille avec Amazon, Vercel, ou même on pourrait te renvoyer le code sur GitHub ou GitLab. Et en gros, on pourrait te dire, on t'envoie l'app, mais tu l'héberges où tu veux. Nous, on n'a pas d'opinion là-dessus. On te permet juste de la construire. Et Wetfirecracker qui nous demande, il y a moyen d'être informé lors de l'ouverture de cette académie, une inscription sur votre site ou un truc du genre. Alors, si tu t'inscris sur le site, tu seras forcément au courant. Sinon, ce que tu peux faire, c'est qu'on va le publier dans le channel WeWeb sur le Slack No Code France, qui nous héberge justement pour ce stream. Je vous invite tous à le rejoindre, parce qu'on a une communauté américaine sur Discourse, qui est un forum, donc américaine slash anglaise, de n'importe quel pays en vrai, mais tout est en anglais. Par contre, la communauté officielle française, c'est le channel WeWeb sur le Slack No Code France, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Et c'est nous qui vous y répondrons. Et oui, Wildfirecracker qui nous dit Amazon Web Service. En fait, oui, il y a plein de gens qui nous ont demandé Google, Amazon, Vercel, et en fait, on commence à se rendre compte que juste si on te le met sur GitHub ou GitLab, après, ça rentre dans tes outils de mise en production. Donc, on va peut-être plus faire des intégrations avec les repositories sur GitHub ou GitLab. Mais oui, on travaille, on a les gars de Netlify, Vercel et Amazon dans notre Slack, et ils sont aussi pas mal intéressés par ça, comme vous pouvez vous en douter. Et Alex, il nous met le lien du Slack. Voilà. N'hésitez pas à rejoindre le Slack, Channel WeWeb. On vous répond, c'est le channel officiel francophone de l'outil. Merci Alex. Je connais pas encore les commandes, faut que je révise. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Firecracker qui nous dit bon, bravo, ça monte fort, WeWeb, ça fait plaisir. Eh bien écoute, merci. On travaille beaucoup. Je peux te dire qu'il y a des développeurs qui souffrent en ce moment et des marketeurs qui souffrent aussi à, à placer l'outil sur la carte des outils no code. Mais surtout, bravo à l'équipe dev parce qu'on est une petite équipe de. On est combien de devs déjà, Kevin? 1, 2, 3, Et on est 6, 4, 4? 6. Non, attends, il y a toi, Aurélie, Marc, Dame. Non, j'ai rien dit, attends, vous êtes On 4. est 4. Il y a un qui code un peu de temps en temps, mais vite fait. Ouais, voilà, c'est 4 personnes qui ont fait WeWeb. Donc c'est un peu des gros bourrins. Et franchement, ce qu'ils ont réussi à faire en si peu de temps, même moi, forcément, je suis pas neutre, mais ça m'impressionne. Toux qui nous demande différence et limites de performance par rapport à Bubble. Bonne continuation. Écoute, le projet sur lequel on travaille avec un certain Ludo qui est passé dans le podcast Contournement, une fois que ce sera live, on pourra vous le montrer, mais les perfs sont incroyablement différentes. Lui, il a une base de, sur un plan Enterprise Airtable. Et comment? À chaque fois que Bubble met à jour son Airtable ou va récupérer de la donnée, ça met 3-4 secondes à charger dans son navigateur. Même nous, on était surpris parce que ça durait genre même pas une demi-seconde. Et au début, on a cru qu'on avait un bug parce que ça allait trop vite. Mais ça va très vite. Flo qui nous demande vous avez une roadmap que vous rendez publique, c'est hyper intéressant ce que vous faites, vous avancez de ouf. Écoute, on a une roadmap sur. Alors attends, je vais te retrouver le lien feedback.web.io qui n'est pas à jour parce qu'on va tellement vite en ce moment qu'on la met pas assez à jour. Hop, alors attends, je vais l'envoyer via No Code France. Voilà, normalement elle est dans le chat. Ça c'est notre WeWeb, c'est notre roadmap ouverte. Vous pouvez suggérer des features et puis si vous les upvotez, on va les prioriser dans la roadmap. Euh, mais ouais, on a une roadmap publique qui pour l'instant est pas trop à jour. En fait, on est hyper early, on est une petite équipe, donc pour l'instant c'est un peu le bordel. On est en train de structurer tout ça. On travaille beaucoup sur le produit, mais la roadmap va être ici. Hop. Attends, qu'est-ce qu'il nous dit? Votre Firecracker, t'aimerais quoi comme tuto en priorité? Tu préférais feature à la Webflow ou avec des exemples de projets comme dans ce live? C'est une bonne question. Je vous laisse vous répondre dans le chat. Je note et on mettra ça dans l'académie. La Webflow Academy est incroyable. Oui, Webflow, c'est une grosse inspiration. Pour nous, ils ont fait YC, on parlait avec leur CEO, Vlad Magdalene, qui est très sympa. Et je pense que clairement, au niveau marque et éducation, on va s'orienter sur ce qu'ils font. Après, Webflow, il faut se rappeler qu'ils ont 8 ans, c'est plus de 300 personnes. Donc, ouais, l'académie, on ne sera pas à leur niveau instantanément, mais on va probablement aussi faire travailler des personnes peut-être externes. Donc, si vous êtes intéressé pour vous former et ensuite faire des contenus éducationnels là-dessus, on est preneur. Ok, bah, je crois qu'on est bon niveau questions. Et puis,
Bah, merci Kevin pour cette fabuleuse démo. Je suis Et surpris. merci à toi. C'était cool. Hem, Puis sur ce, on vous dit à plus et à la semaine prochaine pour, le prochain live de la Team WeWeb. Pour rappel, on est là tous les lundis de 13 à 14 et n'oubliez pas de, vous abonner à la chaîne No Code France qui nous fait le plaisir de nous héberger. On les remercie. Inscrivez-vous sur leur Slack et puis, on vous dit ciao, à la prochaine. À la prochaine.